Bonjour et bienvenue à Tête entre médecins avec le Collège Royal. Je suis Dr Josée Provencher et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Marie-Ève Gagné. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Et peux-tu commencer en nous disant qui tu es puis qu'est-ce qui t'a amené où tu es maintenant? Qui je suis professionnellement ou qui je suis at large? Bien, si ça concourt à nourrir le cheminement, on peut aller là aussi. Parfait. Oui, je pense que oui. Je pense que c'est peut-être même le fil conducteur de ce que j'essaie d'incarner, mais disons que je suis un médecin de famille avec une maîtrise en santé publique et un certificat de compétences additionnelles en médecine des toxicomanies. Alors, ce sont mes titres professionnels. Je suis un professeur à l'Université de Montréal. Je suis une directrice scientifique d'une équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Je conseille l'organisation du système de santé pour ces patients-là à plusieurs égards. Puis, je suis aussi une maman de 2 adolescentes. Je suis une personne qui s'est beaucoup engagée dans la défense des droits des personnes en situation de précarité. J'ai la chance de faire beaucoup d'aide humanitaire avec Médecins du Monde dans des pays à faible revenu, toujours autour de la précarité, de l'itinérance, de la dépendance. Je suis aussi un médecin qui s'intéresse à la santé des médecins de façon croissante dans les dernières années. Puis qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller vers ce type de clientèle-là? Puis comment on aborde ça? Qu'est-ce qui nous attire là? C'est vraiment une bonne question. Puis je ne suis pas sûre que j'ai toutes les réponses, en tout cas pas consciemment. Ce que je peux dire après maintenant 20 ans de recul et de pratique, c'est que j'ai été exposée quand même précocement dans ma vie personnelle, là, donc à l'adolescence, au décès de mon oncle du VIH, donc dans les premiers qui avaient le VIH et avec tout ce que ça voulait dire, toutes les complications, pneumocystis, toxoplasmose. Et il était chez nous. Il a été chez nous là, dans les derniers mois. Donc, on a été exposés à ça de près avec tout ce que ça voulait dire aussi de stigma dans les premières années, on s'en rappelle. Et ensuite, au cégep, le conjoint de ma mère, là, avec qui j'ai fait toute mon enfance, est décédé aussi. Donc, à quel point ça a marqué mon imaginaire, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que j'ai commencé ma pratique assez tôt auprès des populations atteintes de VIH, plus spécifiquement des injecteurs de drogue. Je pense que fondamentalement, ce qui m'attirait de la médecine aussi, c'est l'idée de prendre soin d'abord et avant tout des gens les plus vulnérables et de ceux qui sont exclus de la société et du système. J'ai toujours eu cette fibre-là d'équité, là, de dire c'est qui les plus malades, c'est qui qu'on voit le moins, qui ont le plus besoin de nous, et comment se fait-il qu'on a un système de santé souvent inversé? C'est les plus organisés, les moins malades qui ont accès en premier, les plus fonctionnels. Et j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours été un peu, en rétrospective, c'est facile à dire maintenant, mais un peu un mouton noir. Je viens du DEC intégré, sciences, lettres et arts, et ça correspond beaucoup à ma personnalité, c'est-à-dire touche à tout, médecine familiale, vouloir intégrer diverses dimensions ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi la médecine familiale qui m'a vraiment bien servi à cet égard-là. Mais assez rapidement dans mes études en médecine, je me reconnaissais plus ou moins dans la façon dont on apprenait, dans la façon aussi très bio-pharmacologique dont on répondait aux choses. Puis je me souviens avec ma grande amie que je salue au passage, Dr Maude Lemieux, qui est psychiatre, on faisait dans nos études en médecine du bénévolat sur l'étage de gériatrie d'un hôpital. Puis on sortait les patients faire des sorties, on jouait de la musique avec eux. Tu sais, j'avais cette soif-là de réconcilier ou en tout cas de voir l'humain dans son entièreté, je pense. De remettre la maladie dans la vraie vie. Oui, de remettre la maladie comme une partie d'un humain beaucoup plus grand. Puis maintenant, c'est plus facile pour moi de voir ces choses-là. Avant, je le faisais un petit peu... instinctivement. Oui, instinctivement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la façon
dont la médecine est souvent enseignée, pas tout le temps, où effectivement on finit par se prendre là, les pieds dans la maladie uniquement. Moi, je travaille en dépendance, donc c'est très facile de parler des rechutes, de la consommation, de ce qui va mal. Puis c'est beaucoup mes patients aussi qui m'ont appris à être un meilleur médecin, puis à me montrer que ce qui fonctionne chez les gens, c'est de tabler sur les forces, sur la lumière, sur ce qui fonctionne, sur le lien, sur l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Puis je sais que c'est un gros mot en médecine, mais c'est quand même ça qui se passe, à mon avis. Et je suis arrivée en médecine, je pense quand même, avec cet amour-là profond des humains. Puis c'est ça qui m'a guidée à travers le temps. Alors, peut-être que je me suis retrouvée avec les humains les plus mal aimés de la société, en tout cas certainement parmi le top 5. Oui, oui. Puis je pense que, je vais dire ça comme ça, il y a quelque chose en moi qui est très fréquent en médecine, là, me direz-vous aussi, qui est le syndrome de l'imposteur ou l'impression d'en faire jamais assez ou de jamais être assez bonne, qui, bizarrement, je me suis retrouvée avec mes patients à partager ça. Dans la dépendance, dans l'itinérance, dans la santé mentale, il y a quand même beaucoup de sentiments de honte, de ne pas faire partie de la société, d'être différent. Puis de se faire dire qu'ils n'en font pas assez. Oui, qu'ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas assez motivés. Il manque de volonté. Puis c'est comme si j'ai compris ça. Bien sûr, j'ai beaucoup plus de privilèges, de pouvoir. Loin de moi l'idée de comparer ma situation à celle de mes patients. Là. Comprenez-moi pas mal, mais on partageait, ou en tout cas, je pense, ce sentiment-là pour moi de peut-être pas mériter tous les privilèges que la médecine m'a donnés, tous les privilèges que la vie m'a donnés, puis pourquoi moi j'ai eu ces privilèges-là, puis d'autres les ont pas. Je porte encore ça en moi, vraiment. Ça m'a permis de m'approcher de ces gens-là. Au niveau de la relation, en tout cas, je me suis jamais sentie supérieure à ces gens-là. J'ai senti que j'avais des outils à amener dont ils avaient peut-être besoin. Puis en rétrospective, si je veux être honnête, c'est pas mal plus moi qui ai été gagnante. Ils m'ont vraiment appris à être un meilleur médecin, à écouter, à m'adapter aux besoins de l'autre, à sa réalité, à me calmer les nerfs avec mes super plans thérapeutiques en 75 volets qui ne marchent pas en tout pour les besoins des gens. Mais ils m'ont aussi appris à être une meilleure personne. Et mes enfants, donc je fais tout le temps la blague, c'est mes patients qui m'ont préparée à avoir des adolescents et à être disponible, rester dans ma zone de tolérance à plein d'égards, incluant avec mes enfants. Donc, je leur dois beaucoup, finalement. Parce que ça peut être, à la limite, en étant avec une clientèle qui ont des troubles de l'usage, ça peut même être anxiogène d'avoir des adolescentes et de dire, bien ça les guette. Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que, en tout cas, à l'heure où on est au Canada actuellement, notre marché illicite des drogues est hyper contaminé. Donc, c'est vrai qu'on a une crainte, je pense, comme parents, de dire si nos enfants font usage de substances dans le contexte actuel, ils s'exposent à des substances hautement toxiques. Ça, c'est vrai. Alors oui, je partage cette crainte-là, mais ce que j'ai appris aussi en traitant des personnes avec une dépendance, c'est toute la philosophie de la réduction des méfaits, qui est si un comportement est pour avoir lieu de toute façon, bien, vaut mieux faire tout en notre possible pour que ça se fasse dans les meilleures circonstances, avec le moins de risques. Donc, j'applique ça clairement pour mes enfants en me disant, bien, je préfère qu'on en parle ouvertement, au lieu que ce soit tabou, mal vu, honteux, bien, on peut avoir des discussions qui nous permettent de discuter de messages de prévention, puis qui permet aussi à mes enfants, si elles ne se sentent pas bien ou si elles se retrouvent dans des situations où elles ne sont pas confortables, qu'elles puissent m'appeler. Je ne voudrais surtout pas qu'elles se retrouvent isolées, comme mes patients le sont souvent, dans des contextes où elles devraient avoir l'aide dont elles ont besoin. Donc, c'est la même, voyez-vous comment... Puis je dis ça parce que plus j'ai avancé en médecine, plus j'ai eu l'impression, à certains moments de ma carrière,
que je n'étais pas la même personne comme médecin que dans ma vie personnelle. Ça m'entraînait beaucoup de dissonance cognitive. C'est ça, un médecin. Un médecin, c'est stoïque, ça ne se rapproche pas de ses patients, ça ne laisse pas montrer ses émotions. J'ai appris de façon informelle, le fameux curriculum caché, beaucoup de choses avec lesquelles je ne me retrouvais pas du tout. Et j'étais un peu mouton noir, j'aurais dû dire je suis mouton noir, puis j'étais un petit peu de tête de cochon, dans le sens où, à un moment donné, quand je vois des choses qui ne fonctionnent pas, je ne peux pas les faire parce qu'ils se doivent. Il y a un moment où ça devient trop dissonant, puis quand je vois c'est quoi les besoins de mes patients ou les besoins de transformation des soins, bien, je le fais. Et puis, en grandissant, ou en tout cas en vieillissant comme médecin, avec la reconnaissance de ma pratique qui a été justement reconnue de plus en plus, j'ai eu la chance d'avoir des prix et tout ça, on dirait que je me suis sentie un peu plus à l'aise de porter aussi une nouvelle façon de me réconcilier. Je ne suis pas un être stoïque, je suis toute sauf stoïque. En fait, des fois, ça me fait des problèmes, mais en tout cas, c'est mon histoire. Je suis un être chaleureux, je suis un être engagé et c'est ça qui fonctionne avec mes patients. C'est pour ça que ça a aussi bien marché, c'est parce qu'on est dans la vérité, on est dans la transparence. Et je pense que les patients hautement vulnérables qui ont vécu beaucoup de traumatismes dans leur vie, qui se sont fait souvent, je ne sais pas comment dire le mot en français, backstabber par les autorités parentales, par l'école, et ensuite de ça par les autorités de justice et du système de santé, deviennent très méfiants quand ils sentent que la personne devant elles n'est pas transparente. Et qui est dans le jugement. Et qui est dans le jugement, souvent. Puis même quand il n'y a pas de jugement, ils sont très perceptuels au niveau des non-dits, des mots derrière les mots, de ce qu'on essaye de faire entendre. Donc, souvent, quand je vais donner des conférences sur les relations thérapeutiques difficiles, je vais souvent dire aux gens, dites la vérité. Dites la vérité. Évidemment, il y a des façons de dire les choses, mais d'exister soi-même comme médecin ou comme soignant dans la relation, puis d'exposer un peu notre vulnérabilité ou nos impasses thérapeutiques. Donc, par exemple, dire à un patient, je me sens super impuissant avec toi, j'essaie plein de choses pour t'aider, j'ai vraiment à cœur de ton bien, mais on dirait que tu mets tout en échec, je ne sais plus quoi faire, mon souhait réel, c'est de t'aider. Ça se dit, ça, un patient, mais personne ne m'avait jamais appris ça. J'ai été obligée, tranquillement, de développer ce genre de stratégie-là parce que ça marche. Alors, ça présuppose que, comme clinicien, on doit accepter aussi de ne pas être celui qui contrôle, celui qui sait à la place du patient, donc pour choisir la façon dont tu approches cette clientèle-là. J'ai quand même l'impression, puis là, je ne veux pas parler pour mes collègues, mais j'ai quand même l'impression que la plupart des médecins n'ont pas ce besoin-là de tout savoir, de tout contrôler. C'est vrai qu'on nous a un peu appris ça là, de façon informelle, mais dès qu'on pratique un peu, là, on touche aux limites de ça tellement rapidement. On touche aux limites de tout savoir, tout prendre sur nos épaules. On touche aux limites aussi d'essayer de compartimenter. Tu sais, ça, c'est mon rôle professionnel. Puis là, les frontières thérapeutiques, tu sais, c'est tous des concepts un peu flous qu'on apprend sur les bancs d'école. Puis quand on y arrive, on se rend compte que c'est pas nourrissant, c'est pas réel. Puis je pense que, surtout, je pense pas que c'est le besoin des patients. Je pense pas que les patients trouvent ça bien fun, le stoïcisme. Puis là, je veux être claire, tu sais, le but, c'est pas de dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais je pense que, on a le droit d'exister, que les patients veulent qu'on existe parce qu'on est en relation, en tout cas encore plus pour ceux d'entre nous qui vont suivre des gens pendant des années. On est en relation avec l'autre personne et le fait que ça soit bilatéral, ça nourrit des deux côtés. Puis ça, il n'y a jamais personne qui m'avait dit ça, c'est juste que je l'ai expérimenté. On reçoit
Et si on veut continuer à traiter autant de monde dans un contexte aussi complexe que le réseau de la santé actuel au Canada, je pense qu'il faut qu'on puisse se recharger quelque part. Et où est-ce qu'on se recharge? Bien oui, on se recharge en apprenant avec nos collègues, mais on se recharge aussi avec nos patients. C'est une relation bilatérale. Et donc, il y a la fameuse distance thérapeutique dont on nous a tartiné. Puis, je trouve qu'on aurait dû nous montrer comment s'approcher des gens. La saine proximité au lieu de la juste distance. Oui, c'est ça. Oui. Bien sûr qu'on ne veut pas faire peur ou s'épancher et que le patient devienne notre thérapeute. Je pense que tout le monde sait ça. On n'est même pas obligé d'expliquer ça. Mais comment on s'approche des gens compliqués? Comment on s'approche des gens qui se dysrégulent facilement ou qui ont des traumas ou des problèmes de santé mentale pour bâtir un lien et une confiance qui est la prémisse nécessaire à soigner? Parce que c'est ça qui arrive. On finit l'école avec... On a tous les bons diagnostics, on sait quoi faire, on sait aller chercher l'information. Tu sais, on est up-to-date. Puis, on arrive avec le patient, puis ça ne marche pas. Il ne fait pas ce qu'on veut. Ça résonne zéro pour lui. Ou il y a peut-être 75 autres priorités que sa santé en ce moment parce qu'il couche dehors, il n'y a pas Internet, il y a froid, il y a des troubles de santé mentale, puis il consomme. Fait que ça m'a rapidement montré que, bien, je dirais la moitié de mon travail, si ce n'est pas plus, on ne me l'avait pas tant enseigné. Tu avais les outils, mais l'écoute, ouais. L'approche, ça, c'était moins ouais. Là dans le cursus. J'avais des outils très techniques, puis là, je vais dire des grossièretés, mais tu sais, je pense que plus les années avancent, plus ces outils-là techniques, on est remplaçable par des formes d'intelligence artificielle, là, tu sais. Mais il reste toute l'autre moitié des outils qui sont les outils relationnels. Et oui, en médecine familiale, on en voit un peu, mais vraiment très peu. En tout cas, c'est certainement pas à leur juste valeur. Et je pense, dans le contexte technologique actuel, que si, comme profession, on ne se redéfinit pas dans être humain ensemble, aider à l'interprétation de toute cette patente-là de l'intelligence artificielle, ben à quoi on sert si on est juste des techniciens qui prescrivons des pilules, puis tout ça? Donc, tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose de relationnel, de beaucoup plus grand, puis de mesurer avec l'autre qu'est-ce qui a du sens pour lui, de proposer, d'être là à côté de l'autre. En tout cas, tout ça pour dire que, oui, effectivement, je pense, donc j'ai fait un long détour pour dire que j'ai l'impression que la majorité des médecins ne veulent pas jouer à Dieu, n'ont pas le besoin de tout savoir et de tout contrôler. Encore faut-il peut-être qu'on leur dise ou qu'on leur redise, puis qu'on commence à le dire sur les bancs d'école aussi. Puis après ça, bien, que tranquillement, effectivement, on pallie ou on développe de plus en plus des outils pour comment moi, je peux prendre soin de moi dans une relation thérapeutique, comment je peux mettre des limites et un cadre pour ne pas me faire piler dessus ou que ça aille trop loin ou complètement devenir sans espoir pour ce patient-là ou découragé de cas. Donc, c'est pas simple. On travaille beaucoup avec l'impuissance là, en médecine, puis ça aussi, c'est pas quelque chose dont on nous a beaucoup parlé. Ni avec lequel on est bien confortable. Oui. Mais je pense qu'on n'est pas confortable parce qu'on ne nous a jamais dit qu'on aurait ça d'en face à tous les jours. Moi, je travaille en dépendance et en itinérance chez des gens dans des situations d'extrême précarité. Fait que je peux vous dire que l'impuissance, tu sais, j'ai une maîtrise en impuissance. Mais ça arrive souvent, l'impuissance. Puis de l'impuissance à différents niveaux. Oui, oui. Puis je pense que c'est ça qui est le plus dur pour moi. C'est pas tant l'impuissance dans ma relation thérapeutique. La réduction des méfaits, donc l'approche de réduction des méfaits, elle nous montre beaucoup à faire des petits pas. Des pas, des fois, tellement petits que juste qu'un de mes patients soit en vie encore, dans un contexte de crise des surdoses, c'est rendu une victoire. C'est vous dire comment il a fallu apprendre à vivre avec l'impuissance. Mais c'est pas tant ça, oui, c'est dur, là, on ne se le cachera pas, mais c'est pas tant ça que je trouve le plus difficile. C'est quand c'est le système. Quand c'est institutionnel. Quand c'est institutionnel.
c'est gros, c'est compliqué. Mes patients font les 12 travaux d'Astérix pour réussir à trouver un logement, avoir de l'aide sociale, ils ont besoin de cartes, ils n'ont pas Internet. T'sais, les règles et tout ça, évidemment, ils tombent à côté de tout, ils tombent dans toutes les Ils sont dans la craques. marge. Oui. Alors là, il n'y a plus de système pour eux. Exact. Puis c'est ça un peu ma passion, je pense ma mission dans la vie, c'est de voir comment on peut prendre nos grosses machines, notre système, puis encore avoir assez de souplesse pour individualiser les soins, puis réussir à faire quelque chose qui tienne, qu'on a adapté, qu'on a assoupli pour que les gens, même dans les situations de plus grande précarité, s'y retrouvent, acceptent de venir. Donc, ça fonctionne, c'est faisable, mais je pense qu'on a des grandes questions comme profession canadienne à se poser, tu sais, sur le fait qu'on est rendu dans des machines très protocolées. Puis c'est correct en termes du plus grand nombre, d'aller vite, de voir plein de gens, mais ça laisse beaucoup d'humanité de côté quand même. Reconnaissons-le, je pense. Puis suite à tout ce que vous avez développé, qu'est-ce qui fait que maintenant vous décidez d'aller aussi vers la santé des médecins, puis aussi de mettre un peu en lumière la pratique des femmes ou les particularités de la pratique des femmes? C'est une réponse multimodale. La première, c'est que en côtoyant des patients avec une dépendance ou en situation d'itinérance, puis en voyant les limites de la médecine avec eux, j'ai eu le goût de garnir mon coffre à outils. Donc, je me suis intéressée beaucoup à d'autres modalités. Donc, j'ai commencé à faire des cours de pleine conscience, de mindful medicine. Après ça, je me suis intéressée à la psychothérapie. Donc, je me suis formée dans certaines approches psychothérapeutiques. Puis, on dirait que il y a eu un moment où j'ai été fâchée de constater que cette littérature-là sur comment soigner des humains vulnérables existait, mais qu'on ne me l'avait pas enseignée. Donc, il y a une partie de ça qui vient de ma volonté, je pense, de soutenir mes collègues. Ça fait des années qu'on me demande de faire des conférences, de donner des cours sur l'approche aux patients dits difficiles, là, donc les relations thérapeutiques difficiles, disons-le autrement. Et c'est dans ces cours-là de psychothérapie de pleine conscience que j'ai trouvé les outils. Donc, je me suis dit, je souhaiterais pouvoir amener ça à mes collègues, parce que ça va les aider avec les patients, mais parce que ça génère chez eux beaucoup de souffrance. Donc, l'impuissance dont on parlait tout à l'heure, le contre-transfert qui est généré, ça finit qu'on se fatigue et qu'on peut s'épuiser avec certaines clientèles. Puis, tout ce cheminement-là aussi, au niveau de ces nouveaux outils-là, m'a aussi fait prendre un peu plus conscience à quel point la médecine m'avait formatée. M'avait formatée dans cette boîte-là, justement, comme on disait tout à l'heure, d'être en contrôle, être stoïque, tout prendre sur mes épaules, sentir ultimement que c'est moi qui est responsable. C'est pas tout faux, là, évidemment, mais on dirait que j'ai vu... C'est de revenir un peu au centre. Oui. J'ai vu à quel point cette boîte-là était contraignante et à quel point elle m'avait abîmée aussi, peut-être, comme personne. Je vous donne un exemple, mais moi, j'ai appris en médecine, j'étais probablement déjà comme ça avant de rentrer, une très grande capacité à bloquer là, entre mon cerveau, puis faire des choses, puis ce qui se passe à l'intérieur en moi. Puis là, ma vie personnelle, ça reste là, puis là, on travaille. Puis c'est super utile, on a besoin de ça en médecine. Le problème avec cette trappe-là, c'est qu'il vient des moments où elle ferme de façon assez serrée, puis elle l'ouvre plus. C'est pas une trappe intermittente qu'on peut réouvrir au bon moment, puis surtout si on n'en a pas conscience. Donc, quand j'ai commencé ce cheminement-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais, c'est des gros mots, là, mais vous allez comprendre, dissociée. Oui. Entre ma tête, mes émotions, mon corps... tout était pogné par en haut. Et dans ce cheminement-là, j'ai réappris à intégrer un peu tout ça. C'est souvent dans des moments aussi où ça ne marche plus pantoute qu'on est obligé de le faire, on va se le dire. Donc, il y a eu une série d'événements personnels,
le décès de ma mère, ma séparation, la COVID, il y a eu comme une série d'événements personnels qui ont accéléré le processus. C'est souvent ça, malheureusement. Puis la raison légitime d'aller vers ça, c'était les patients, c'était la relation thérapeutique, mais dans le fond, l'humain, tout le monde gagne. Il a gagné aussi beaucoup. Puis après ça, j'ai eu envie quand j'ai senti que moi, j'avais fait un bout de chemin où je me sentais plus solide, là. Il y a eu des moments où je me sentais pas solide du tout, qui ont été quand même difficiles quand on ouvre toutes ces boîtes-là de Pandore qu'on a mis de côté, disons-nous-le. Mais une fois que ça a été fini, j'ai fini mon ménage de vieilles boîtes, j'ai eu envie de redonner à mes collègues parce que je vois la souffrance des gens avec qui je travaille, je vois la souffrance des personnes aussi qui me côtoient, qui travaillent d'arrache-pied avec tout leur cœur, avec des populations super difficiles, puis qui finissent par s'épuiser parce qu'ils n'ont pas appris à prendre soin d'eux d'abord. Tu sais, prendre soin de soi en médecine, là, je ne sais même pas si c'est un mot qui existe. Il ne faut même pas en parler, il ne faut même pas dire ces mots-là. Prendre soin de soi puis demander de l'aide, c'est deux choses qui sont complètement tabou. Comme les étudiants en médecine, on essaie, tu sais, à l'Université de Montréal, il y a le renouveau du cursus. On a intégré dès la première année tout un parcours réflexif sur le curriculum caché, le rôle du médecin, prendre soin de soi, tout ça. Fait qu'on essaye là, de détricoter dès la base. Mais tu sais, les étudiants en médecine, ils nous disent déjà... Oui, on le sait bien, là, vous voulez qu'on prenne soin de nous. Une fois qu'on aura tout fait, le reste. Prendre soin de soi, c'est comme quelque chose qu'on fait quand la to-do list au complet est terminée. Mais ça n'arrive pas. Mais ça n'arrive jamais, en tout cas de moins en moins en plus. Peut-être quand j'ai commencé, des fois, j'avais l'impression que j'avais fini un petit peu ce qu'il y avait à faire. C'est plus vrai maintenant. Le système de la santé étant ce qu'il est, il y a du travail à l'infini. Donc, si on ne s'arrête pas, soi-même, il n'y a plus personne pour nous arrêter puis prendre soin de soi. Fait que c'est devenu évident pour moi que cette compétence-là, d'être capable de prendre soin de soi, de rester avec un alignement interne, de reconnecter à pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me nourrit, comment, de quoi j'ai besoin pour rester disponible. Si on ne fait pas ça, on se brûle, personne n'est gagnant. Puis deux, il y a un risque d'impact sur les patients aussi. Quand on devient fatigué, brûlé, bien, on est moins patient, on est moins disponible. Donc, je pense que tout le monde en sort gagnant. Puis, patient ou pas, je pense que les médecins ont le droit, comme profession, étant donné la complexité du travail qu'ils font, d'avoir cet espace-là, ce droit-là de se sentir légitime, d'avoir des besoins. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. De se sentir légitime de manger et de dormir. Tu sais, c'est un peu de ça qu'on de faire de l'exercice. De faire de l'exercice, c'est toutes les belles affaires. Et de développer toutes leurs autres facettes, des activités familiales, sociales, communautaires aussi. Tu sais, comme vous faites, là, de vous impliquer dans la médecine à l'extérieur, de l'aide humanitaire et tout ça. C'est toutes des choses aussi qui vont chercher une autre facette de nous puis qui peuvent nous aider à nous développer, mais pas en étant que le docteur qui... Puis c'est intéressant ce que vous dites dans le sens où je pense que ça aussi, c'est une autre partie du curriculum caché qui est toutes ces choses-là autres, faire de l'art, aller à l'international, faire de l'humanitaire. Bon, faire de l'humanitaire, c'est encore de la médecine, fait peut-être que ça compte pas. Mais mettons... Ça touche l'héroïsme, que ça passe bien. Oui, ça passe bien. Mais mettons, faire de l'art, avoir d'autres pans de sa personnalité, tu sais, puis laisser vivre ces pans-là, c'est un peu mal vu. Tu sais, c'est comme quelque chose, encore une fois, qu'on peut faire en bas de la to-do list. Puis je pense que c'est le biais cognitif qu'on a comme profession, c'est que si on ne fait pas ça, on n'a pas de renouvellement de notre énergie. Le fait d'être, de bien diviser, d'avoir ces parties-là où on fait des choses pour soi, des choses qui vont chercher d'autres parties du cerveau, qui ne sont pas de la médecine, contribuent à la médecine. Puis totalement. Puis le pire, c'est qu'on va nous chercher parce qu'on a beaucoup d'intérêt. Une fois qu'on commence à pratiquer, on dit non, tasse ça, là, il faut vraiment que tu te concentres vers la médecine. Oui. Alors qu'il faut aller, comme tu dis, aller les rechercher
pour pouvoir se nourrir, puis Exact. pouvoir rester vivant, puis en santé, puis équilibré aussi. Oui. Tout à fait. On ne peut pas juste toujours être projeté vers l'extérieur. Tu sais, c'est impossible, vider vers l'extérieur, donner, sans jamais se nourrir à l'intérieur. C'est juste qu'on est mauditement capable en médecine. Fait qu'on peut vraiment être tourné vers l'extérieur longtemps avant de commencer à avoir des signaux d'alarme à l'intérieur, qui, si on est assez bien dissocié comme moi, on n'entend pas, jusqu'à un moment où le système est à minuit moins 2. Puis je pense que c'est à ça que ça sert la pleine conscience, à attraper des signaux précocement, au lieu d'être obligé de prendre un mois de vacances ou un arrêt de travail, d'attraper rapidement le corps quand il dit « Whoop! » Ça commence à être un peu too much, d'apprendre à se connaître, à utiliser ces signaux-là. Et encore une fois, avec les étudiants en médecine, on le voit beaucoup. Quand on leur demande, toi, de quoi tu as besoin pour être dans ta pleine énergie? Bon, moi, j'utilise le mot alignement. Là, c'est un mot qui vient un peu plus de la pleine conscience. Mais tu sais, comment vous diriez ça en termes médicaux? La batterie full, mettons. Tu sais, quand la batterie connectée. Est bien connectée, là, tu sais, puis disponible pour les patients, disponible pour toi. Bon, à bonne place. Bien, là, les étudiants vont dire tant d'heures de sommeil, tant d'heures de sport, tant de contacts par semaine avec des amis sociaux, Parfait. Donc là, les gens apprennent. Bon, ça m'a pris du temps. Je pense que ça fait à peine quelques années que je serais capable de répondre à cette question-là. Mais là, ils sont capables de nommer un peu les facteurs protecteurs. Puis là, quand on leur dit, mais quand vous avez des examens ou du stress, où on vous demande un peu plus d'énergie, le système est sous tension, qu'est-ce qui part? Toutes ces affaires. Et là, puis c'est correct. Bon vieux réflexe. C'est ça, on peut faire des stretches. C'est juste que ça peut être des petits bolus, fair enough, mais des fois, la médecine, c'est pas juste des petits bolus, c'est comme un perma-bolus. Fait que là, la question, c'est pas un coup à donner, puis dans quelques jours, c'est terminé. C'est un marathon. Fait que là, de quoi tu as besoin pour rester bien hydraté, d'avoir ton énergie, parce que la course est longue. Oui, il vaut mieux adopter une posture de marathonien. De de toujours se garder, de toujours se garder un espace pour, au cas où d'urgence, pour aller chercher l'excès d'énergie qu'on a besoin. Je trouve qu'on fait beaucoup ça en médecine, tu sais. Quand ça va être fini, là, je vais me reposer. Quand ça va être fini, là, je vais pouvoir être calme et heureux. Fait que là, les étudiants, ils nous disaient, bien, quand je vais rentrer en médecine, là, ça va être correct. Quand je vais ranker au CARMS, là, ça va être correct. Quand je vais avoir fini ma résidence, là, ça va être correct. Quand mes enfants vont être plus vieux, là, ça va être correct. Puis là, bien, le temps file, tu sais, fait que la vie, c'est maintenant. Puis comment maintenant on peut incorporer, en sachant que c'est pas parfait, qu'il y a des jours où c'est mieux que d'autres, mais c'est quand même un changement de mentalité, là, on va se le dire, de la pratique médicale. Je trouve que c'est vraiment super pertinent d'être capable de parler de ça. Oui. Que nos collègues puissent avoir accès à ça, à cette introspection-là qu'on doit faire, puis aux besoins qu'on a de prendre soin de nous. Oui. Puis j'ai le goût de rajouter aussi, tu sais, puis là, je dis vraiment des gros mots, là, mais prendre soin de soi. L'autre gros mot que j'ai le goût de dire, c'est on a le droit d'avoir du plaisir. Ben oui, en médecine, il faut être sérieux. Tu sais, puis c'est ça, finalement, qui nous nourrit au quotidien, être dans des équipes où on a du fun, où on peut sortir un peu du cadre, justement, stoïque, avoir du plaisir avec nos patients, prendre toute cette affaire-là avec un petit peu plus de légèreté, pas pour nier des fois la sévérité des situations, mais pour avoir du plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir, puis à la quantité d'heures par semaine qu'on fait, ça aussi, c'est dévitalisant. Tu sais. Oui. Donc, comment on remet un peu de fun dans notre quotidien? Puis, je veux dire, moi, j'ai toujours travaillé dans les hôpitaux. J'adore l'hôpital. C'est comme ça, aussi drabe que ça peut être un hôpital. Puis, bien, je me rends compte que finalement, il y a plein d'étincelles de plaisir dans ma journée de tourner 30 patients, aussi bizarre que ça peut être. Tu sais. Puis, on peut les capter si on fait le choix de mettre notre attention là-dessus. On peut en générer aussi. Puis c'est sûr que
si le docteur fait des folies, bien, on se dit, tu sais, c'est comme si tout le système s'apaise aussi. Puis le but, c'est pas d'être inapproprié ou quoi. Tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire de retrouver un peu le jeu. Bien, le lien humain aussi. Ouais. Que ce soit pas juste un lien fonctionnel, professionnel. Ouais. Puis aussi, je pense qu'on peut terminer là-dessus, de s'exercer à s'accueillir quand il y a des choses difficiles qui sont vécues en équipe, Oui. d'accueillir les émotions, Oui. d'être capable de reconnaître ça aussi. Oui. Puis si on a eu du plaisir, on est plus capable d'aller aussi vers les émotions moins agréables quand il arrive des événements aigus, par exemple. Oui, tout à fait. Bien, merci. Bien, de rien. Merci pour toute cette belle énergie-là, cette fougue-là, puis la soif que tout le monde reçoive les soins qu'il mérite. Bravo. Oui, oui, ce serait ça mon souhait. Que tout le monde reçoive de façon équitable les soins qu'il mérite, sans jugement, sans triage des bons patients, des mauvais patients, puis que les médecins retournent vers eux-mêmes cette passion-là qu'ils ont de prendre soin des autres, de se donner pour les autres, qu'ils puissent aussi retourner cette fonction-là vers eux-mêmes aussi. Bien, on se le souhaite, puis on leur souhaite. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.